Salut, vous écoutez Une carotte au coin du feu, une conversation entre moi-même, Clio Marchal, comportementaliste équin et fondatrice de Bouillon de Poney, et mes deux consoeurs que je vais laisser se présenter pour que vous puissiez identifier leur voix. Salut Lucie. Salut Clio, Lucie Beunier, comportementaliste équin et entraîneuse spécialisée en renforcement positif. Et salut Coraline. Salut Clio, moi c'est Coraline Pluma, comportementaliste équin et entraîneuse à plus. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Aujourd'hui, on avait envie de discuter de l'arrangement des antécédents. Moi, je me rends compte que c'est clairement la méthode que j'utilise le plus dans ma pratique et dans mon enseignement depuis que j'en ai eu connaissance, je pense. Ouais. C'est-à-dire bien trop tard pour quelqu'un qui monte à cheval depuis bientôt 30 ans, je trouve. Et donc, comme d'hab, nouveau sujet, je suis allée promener le chien, il y a eu plein d'idées. Et comme pour le coup, on n'a pas vraiment pris le temps d'en discuter avant, parce qu'on est tout un peu chargé en ce moment, et ça va être chouette d'échanger dessus, mais ça va être un peu... d'échanger sur le sujet, mais ça va être un peu comme ça, quoi, sur le pouce, comme on pourrait dire dans un autre monde. Bref, moi, il y a plein d'idées qui me sont venues quand j'ai pensé à ça, mais je pense que vous commencez à me connaître, le plus important, c'est d'abord de définir ce dont on parle. Donc, quand on dit arrangement des antécédents, en fait, qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce que l'une de vous veut y aller ? Ouais, je peux y aller, je peux donner en tout cas ma compréhension du sujet, parce que j'ai pas une définition officielle comme ça en tête, mais pour moi l'arrangement des antécédents, c'est qu'est-ce que je peux gérer, mettre en place ou modifier dans l'environnement, soit pour éviter qu'un cheval propose un comportement que j'ai pas envie qu'il propose. Donc vraiment dans le cas d'un cheval qui a des comportements problématiques envers l'humain par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'il fasse le truc que je veux pas qu'il fasse, soit parce que c'est pas possible, parce que ça ne génère pas l'émotion qui fait qu'on a le comportement indésirable qui arrive et qui permet du coup de travailler sur une autre solution plutôt que de corriger le truc qu'on veut pas. Ou alors, comment est-ce que ça peut m'amener à... Enfin, plutôt amener le cheval à proposer un comportement qu'on souhaite, soit en tant qu'alternative par rapport à un comportement problématique, soit pour un comportement que je veux entraîner ou amener dans l'éducation, donc qui me permettra de le renforcer après. Lucie ? Oui, non, je vois pas spécialement d'autres choses à ajouter en plus. C'est vraiment, j'aurais dit aussi ce côté de aménager tout ce qui peut arriver avant l'apparition d'un comportement pour éviter soit qu'il apparaisse, soit, le moduler en fonction de ce qu'on peut justement anticiper en connaissant les déclencheurs et les antécédents habituels de ce comportement. On peut peut-être donner des exemples pour les gens pour qui juste l'explication comme ça serait pas super claire. Ouais, parce que en fait, j'en parlais avec une copine l'autre jour et elle me disait c'est typiquement le genre de terme qu'on utilise... Enfin, en fait, c'est typiquement le genre de méthode qu'on utilise peut-être couramment, mais on sait pas que ça s'appelle comme ça. Et du coup, comme tu dis, je trouve ça intéressant d'aller donner des exemples parce que effectivement, c'est quand même quelque chose que tout le monde utilise tout le temps, plus ou moins, mais je pense qu'on l'utilise tous à un moment. Mais par contre, tout le monde n'en a pas conscience. Des exemples peut-être le plus simple, c'est mettre un cheval au foin quand on va commencer à travailler en renforcement positif. Parce que comme ça, il est déjà chill en train de manger, et donc comme il n'y a pas a besoin d'aller trouver la nourriture parce qu'elle est à la disposition, pour autant que le cheval n'ait pas des problématiques d'hyper-frustration ou un vrai problème à régler. Je veux dire, un cheval juste de base pour qui tout va bien, si on lui donne du foin, il va manger, et donc ça permet d'avoir directement la situation, le calme, l'émotion qui nous intéresse pour aller ajouter le clic et le marqueur de manière générale et la récompense. Ouais, dans les trucs qu'on peut retrouver aussi assez fréquemment, entre guillemets, il y a le côté éviter de préparer les seaux juste avant de les donner, pour des chevaux qui s'excitent facilement dès qu'ils entendent les couvercles de poubelle, etc. Dans la même mouvance, il y a le fait de séparer les chevaux avant de les nourrir, pour éviter qu'ils se bouffent l'un l'autre. Ça, c'est de l'arrangement des antécédents. Bon, disons qu'on a donné assez d'exemples. De toute façon, je ne doute pas qu'on va en donner plein d'autres. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est de préparer le terrain pour que le comportement ne se passe pas, celui qu'on ne veut pas voir, ou alors pour que le comportement qu'on veut voir se passe. Sans pour autant, c'est pas non plus du ciblage ou une
une technique aversive ou quoi que ce soit. L'idée, c'est pas de produire le comportement, l'idée, c'est d'organiser l'environnement pour qu'éventuellement le cheval soit amené, comme tu dis, on met un tas de foin, il y a quand même de grandes chances que le cheval il aille manger son foin, et du coup on va pouvoir cliquer le fait qu'il mange son foin. Donc on pourra renforcer le bon comportement. Mais c'est vraiment en jouant sur l'environnement et les antécédents plutôt qu'en jouant sur... Comment on pourrait différencier ça ? Plutôt qu'en jouant sur le cheval en lui-même directement, quoi. Oui, j'irais peut-être sur l'idée que c'est un... Comment dire ? Quelque chose qui vient un peu avant l'éducation. Tu vois, tu vas utiliser du ciblage pour obtenir quelque chose, mais il faut que tu enseignes le ciblage d'abord. Tu veux obtenir une transition au trot, même avec une aide classique, ben, il faut d'abord que tu aies réussi à mettre le cheval au trot pour pouvoir aller lui enseigner que les jambes, ça veut dire trotter. Si tu sais pas faire trotter un cheval et que tu n'as aucun moyen de faire trotter un cheval, tu vas pas pouvoir faire ça non plus. Alors que l'arrangement des antécédents, c'est comment mettre le cheval dans des circonstances où de lui-même, sans éducation préalable, il va juste faire le truc. Parce que c'est ce qui est le plus cohérent et le plus logique à faire. Pour rester dans un exemple d'équitation, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je dirais qu'apprendre à un cheval les transitions montantes en étant en balade derrière un autre cheval, et du coup le premier cheval on le met au galop, et pas dans un contexte où ça cause du stress évidemment, mais t'en as un qui est en train de trotter derrière parce qu'il suit son copain, puis il y a le copain qui galope, tu mets les aides à ce moment-là alors qu'il va partir au galop naturellement. Je pense que ça pourrait aussi être considéré un peu comme de l'arrangement d'antécédents, parce que c'est pas vraiment réponse à l'aide de jambes que le cheval galope, il le fait parce que c'est naturel à ce moment-là et parce que c'est son comportement de suivre un cheval quand il y en a un qui galope devant lui. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Du coup, ça voudrait dire que la facilitation est une sorte d'arrangement des antécédents. Moi, j'aurais tendance à le mettre là-dedans, ouais. Parce que... Ouais, non, mais je suis assez d'accord, je l'avais jamais vu comme ça, mais je suis assez d'accord, parce que ça, c'est de la facilitation sociale, en fait. On va utiliser le comportement des autres chevaux pour amener le cheval à faire le comportement pour pouvoir le coder. Mais du coup, oui, ça voudrait dire que la facilitation, c'est une sorte d'arrangement des antécédents, et je trouve que c'est assez cohérent, ouais. Oui, si on en profite effectivement pour capter avoir un comportement derrière qui nous intéresse ou au contraire éviter un comportement qui ne nous intéresse pas. Ouais. Tant que le cheval est détendu et que ça se fait de façon naturelle, tu vois, si tu sais que c'est un cheval qui a de l'anxiété de séparation à crever et que tu utilises ça parce que tu sais qu'il va tellement stresser et qu'il va se mettre debout et du coup tu vas pouvoir coder ton cabré, peut-être que c'est toujours de l'arrangement d'antécédents, mais c'est pas exactement comme ça qu'on entend l'utiliser de manière générale. Mais bon. Ouais. Du coup, moi, ça m'a posé plusieurs questions. La première étant, le premier truc dans lequel, auquel je me suis mise à réfléchir, c'est que pour moi, ça va vachement avec la phrase qu'on entend beaucoup en R+, qui est l'idée de ignorer les mauvais comportements et renforcer les bons. Et ça, en fait, je trouve que c'est quand même un truc qui c'est vachement... Enfin, c'est une phrase qu'on entend partout et qui est quand même assez pourrie, parce qu'on sait très bien que ignorer un comportement indésirable, c'est assez dangereux dans le sens où il va y avoir de l'extinction qui se glisse par là, et du coup, il va y avoir un pic d'extinction avec une bonne dose de frustration, on va finir avec un cheval tout tendu, on va probablement, sans le faire exprès, renforcer le comportement, mais encore plus fort, parce que du coup, ça devient du renforcement aléatoire et qu'il est en plein pic d'extinction. Enfin bref. Ignorer le mauvais comportement, ça me semble vraiment pas du tout une bonne stratégie, mais apparemment cette phrase est très populaire. Par contre, ce qui me semble une bien meilleure stratégie, c'est arranger les antécédents pour que le mauvais comportement ne se produise pas, et ensuite renforcer le bon comportement. Oui. Oui, globalement là-dessus. Oh là là, c'est fantastique. Bon bah voilà. Non mais je sais pas, en fait moi c'est un peu comme ça que je l'ai découvert, c'était un peu cette idée de on va pas juste mettre le cheval dans la merde et attendre qu'il essaye tant bien que mal de proposer le bon comportement pour pouvoir le renforcer, on va l'organiser pour que de toute façon il soit obligé de nous proposer le bon comportement. Ça me ramène à cette histoire du foin, Coraline, que tu disais, parce que moi c'est comme ça que je l'ai appris. Pour moi, l'exercice de la statue, il est complètement incohérent parce que tu mets le cheval dans une situation difficile où de toute façon il sait que tu as de la nourriture, donc lui il a ce réflexe d'aller chercher. Et en fait, ça, on va l'ignorer, on va lui demander d'avoir un truc pas du tout naturel, de rester à côté, voire détourner la tête dans le sens inverse. Donc, il va y avoir, là pour le coup, il y a frustration, pic d'extinction, il va en général fouiller encore plus fort.
Et finalement, quand il va ramener sa tête droite, on va capturer ce moment-là, mais on le capture avec donc toute la frustration qui va Et avec. peut-être toute la chaîne qui vient d'avant aussi. Et toute la chaîne qui vient avant. Donc en fait, on a capturé le viens fouiller mes poches, puis ensuite tourner la tête à l'opposé en étant vénère. Et ça, moi, je trouvais ça totalement incohérent. Quand on m'a expliqué que effectivement, on pouvait juste mettre le cheval dans une situation beaucoup plus agréable pour lui, c'est-à-dire sur un tas de foin, comme ça, il n'a pas besoin de chercher sa nourriture, il est juste en train de manger, on va cliquer et renforcer. Et j'étais là, ah bah ouais, vachement plus logique. Et donc pour moi, ça c'est un bon exemple de, en fait, l'idée c'est pas ignore le mauvais comportement, l'idée c'est guide ton cheval pour le mettre dans une situation où il peut pas, ou en tout cas il n'a pas envie, ou c'est pas arrangeant pour lui de proposer un comportement qui nous arrange pas, pour le coup. Mais mets-le dans une situation où il va vouloir te proposer un bon comportement que tu vas derrière pouvoir renforcer facilement. Ouais. J'ai envie de rebondir sur le truc que tu disais en disant le cheval n'a pas envie de faire, entre guillemets, de mauvais comportement, le truc qu'on n'a pas envie de renforcer. Je pense que l'arrangement des antécédents, il faut aussi le différencier du fait de volontairement mettre le cheval dans une situation dans laquelle il n'a pas envie d'être pour qu'il propose le bon comportement. Par exemple, dire mon cheval, je veux pas monter dans le vent, je vais le faire trotter comme un forcené sur un mini-cercle et je lui fous la paix quand il monte dans le vent. C'est pas de l'arrangement des antécédents, même si le cheval n'a pas envie parce qu'il est dans une situation qui n'est pas plaisante pour lui. Alors que quand on dit l'arrangement des antécédents, c'est faire en sorte que le cheval n'ait pas envie de faire autre chose. C'est plutôt parce que ça lui paraît pas logique de faire autre chose que le truc qu'on a envie de faire et parce que c'est une solution qui est facile, qui est plaisante, qui est évidente sur base de son comportement de cheval naturellement ou de ses apprentissages passés. Je pense que parfois il y a un peu quand même certaines choses qui se combinent un peu et ça parfois il faut faire attention quand on arrange les antécédents. C'est que tous les antécédents dans l'environnement du cheval sont malgré tout liés à un historique d'apprentissage, même si c'est pas un truc qu'on a appris au cheval. Mais mettre volontairement le cheval dans une situation pourrie pour qu'il fasse autre chose, c'est pas de l'arrangement des antécédents. Oui. Et du coup, ça fait le lien, parce qu'on a quand même échangé sur le sujet 2 minutes, et tu m'as dit cette phrase, comment ils disent, rendre le bon comportement facile et le mauvais comportement difficile. Ouais. Et quand tu me l'as dit, j'étais pas hyper sûre du lien. J'étais là, je pense qu'il y a un truc à creuser, mais là, comme ça, je l'ai pas. Et en fait, comme tu l'expliques là, je le comprends beaucoup mieux. Effectivement, dire on va organiser le cheval pour qu'il propose le bon comportement pour pouvoir le renforcer et dire on va rendre tout le reste du monde très très désagréable pour qu'il ait envie de nous donner le bon comportement, c'est quand même 2 choses différentes. Mais c'est vrai que c'est bien de le préciser parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais avant, le fait d'ignorer le mauvais comportement. On a aussi ce côté qu'il y a des mauvais comportements qu'on peut ignorer, mais que tant qu'on les ignore, ils continuent à se renforcer. Un exemple tout bête, quand on va mettre du foin, imaginons alors qu'il n'y a plus de foin, moi je sais qu'à un moment c'était ça, avant que je change du coup justement l'organisation, si je remettais du foin et qu'ils avaient plus grand chose ou du foin qu'ils ne voulaient plus trop toucher, ils me poursuivaient la brouette et ils bouffaient dans le foin directement dans la brouette. Donc en soi je pouvais très bien, moi en tant qu'humaine, l'ignorer. Il n'empêche que du coup, ils se renforçaient dans leur comportement. Et ouais. Mais c'est ce qui est très dangereux avec le fait d'ignorer, en fait, c'est que comme tu dis, on n'est pas toujours sûr de ce qui renforce le comportement. C'est ça. Alors que du coup, en arrangeant les antécédents, en faisant en sorte que avant que je rentre avec ma brouette, je me débrouillais pour mettre plusieurs tas de foin, en étant moi par exemple en contact protégé, donc ils ne pouvaient pas venir sur ma brouette, mais qu'ils aient de quoi se rediriger et ensuite seulement j'arrivais avec ma brouette, il n'y avait plus de souci d'attaque de brouette, entre guillemets, même si c'est un mot un peu fort. Mais du coup, surtout, ils arrêtent de se renforcer dans ce comportement-là. Exactement. Et à partir du moment où ils arrêtent de se renforcer dedans, il y a quand même vachement moins de risques que le comportement réapparaisse. Alors si, un jour potentiellement il peut réapparaître, mais il n'y a plus systématiquement ce « oh, une brouette, allons voir, ça se trouve il y a du foin à grailler dedans ». Et c'est un bon rappel, je trouve, qu'on peut décider tout ce qu'on veut en termes de renforcement et même de punition. C'est quand même toujours le point de vue du cheval qui compte. Et c'est pas parce qu'on se dit je vais faire tel truc ou tel truc que le cheval va pas aller trouver un renforçateur ou ressentir un effet aversif qui lui donne envie de plus faire tel truc ou tel truc. Parce qu'il y a autre chose dans l'environnement qui impacte le comportement du cheval, comment il sent, ce qui répond à son besoin à ce moment-là dans la situation. Ouais, carrément. Un autre truc qui me
qui me questionne. Alors, je me suis pas mal questionnée sur le fait que, à nouveau, moi, c'est quelque chose que j'ai appris quand je suis arrivée dans le milieu du R+. J'en avais jamais entendu parler dans le milieu du R-, mais en même temps, j'avais jamais entendu parler de R- dans le milieu du R-. Donc, finalement, suis-je surprise? Non. Mais je m'interrogeais sur est-ce que, pour autant, j'en faisais jamais quand j'étais en R-, quand je travaillais en R-. Et j'ai pas trop de réponses. Je pense que j'en faisais beaucoup moins. Et je pense que ça vient du fait que en R+, ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois. En R+, on a besoin que notre cheval il soit un peu au top de sa vie et dans des conditions optimales pour avoir envie de bosser avec nous. En R-, on a plutôt tendance à prendre le cheval dans la situation où il est et on va bosser à partir de ça. Et du coup, ça fait le lien avec un truc dont on parle beaucoup en ce moment, je trouve, qui est la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Et dans quelle zone est-ce qu'on travaille ? Et donc, moi, j'ai mon avis sur la question. Mais ça m'intéresse d'avoir le vôtre. Et moi, j'ai un peu l'impression que, en fait, en R+, on cherche à être en zone verte. Et du coup, on va faire beaucoup d'arrangements des antécédents pour arriver là, pour pouvoir bosser. Que en R-, on se pose beaucoup moins cette question. Et en fait, si notre cheval il est en zone orange ou en zone rouge, eh ben, on bosse quand même. Et évidemment que le but à terme, c'est de le ramener en zone verte. Mais on bosse à partir de là, quoi. Et d'une vision d'un point de vue encore plus large, moi, ça me questionne sur cette idée du niveau de violence, en fait, qui est toléré dans les différentes méthodes et dans le monde du cheval. Et cette idée mets ton cheval dans la merde et il va bien apprendre à s'en sortir. Alors que dans d'autres méthodes, je trouve qu'il y a plutôt cette idée de en fait, préserve-le le plus possible de tout ce qui pourrait l'embêter, apprends-lui des choses et comme ça, le jour où il est dans la merde, il saura s'en sortir. Bref, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi et je pense que vraiment dans toutes les situations qui peuvent être problématiques pour le cheval, on va toujours retrouver un peu cette idée-là. Tu vois, l'anxiété de séparation, c'est pareil, laisse-le se crever et puis au bout d'un moment, il va être fatigué, donc il va arrêter de courir, donc il se sera habitué. Si t'es en carrière et que le cheval a peur de la haie ou de la brouette à crottin, il va s'habituer, il a qu'à passer devant. Et il y a très peu cette idée de juste se dire, tiens, là je veux faire une séance en carrière, mon cheval a peur de tel truc, en fait je vais aller bouger le truc, et comme ça mon cheval n'aura plus à se préoccuper de ça, il pourra se concentrer sur le travail qu'on fait. Il faut absolument que le cheval tolère, supporte, apprenne des trucs qui sont peut-être même pas centrales à ce qu'on veut faire avec lui. Et moi je pense que c'est ça que je trouve le plus débile parfois dans le refus d'arranger les antécédents, c'est que en fait, c'était égal que ton cheval n'ait pas peur de la brouette à crottin. C'est pas un truc qui va être utile dans sa vie, tu vas pas lui demander de sauter par-dessus. S'il est au pré et que tu passes avec ta brouette à crottin et que le cheval ne l'aime pas, il peut aller à l'autre bout du pré, on s'en tape, il n'a pas besoin d'être à côté. Et même dans l'exemple de Lucie, spécifiquement, peut-être qu'on n'a même pas envie que le cheval aille dans la brouette, parce que les chevaux qui grimpent dans les brouettes, c'est pénible. Mais quand on est dans un contexte de travail, il faut que le cheval, soudainement, soit capable de tolérer et de supporter tous les trucs qui se passent autour de lui. Au cas où il se passerait un jour un truc. Je me souviens avoir entendu un jour un entraîneur au débourrage qui disait je fais subir tous ces trucs là aux chevaux parce que si un jour tu es en balade et qu'il y a un hélicoptère et un camion de pompiers qui passe à côté de toi au même moment, au moins ton cheval ne bougera pas. Et je me suis dit réalistiquement, quel est le nombre de fois où tu es en balade et il y a simultanément un hélicoptère et un camion de pompiers qui passe à côté de toi avec la sirène pleine balle. Je sais pas si on a vraiment besoin de préparer les chevaux à ce genre de situation, à moins de préparer des chevaux de police, quoi. Et moi, je n'arrive plus, en fait, alors que pendant tout un temps, ça m'a paru tout à fait logique, mais maintenant, je n'arrive plus à me dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas que je mette mon cheval dans l'environnement qui est propice pour qu'il apprenne le truc que j'ai envie de lui apprendre là, maintenant ? Si un jour je veux travailler la peur de brouette, je vais travailler spécifiquement sur la peur de brouette, mais j'ai pas besoin de faire les deux. J'ai pas besoin de faire l'épaule en dents et la brouette au même moment, c'est ridicule en fait. Ça me faisait penser à t'écouter, Coraline. Alors, c'est une supposition, mais je me demande en quelle mesure plutôt, il n'y a pas ce côté-là. Alors, c'est pas que dans l'équitation, j'imagine, du coup, mais on retrouve ça vis-à-vis de l'humain aussi.
Et à partir de là, je me demande à quel point est-ce qu'on peut vraiment écouter nos chevaux quand, alors bon, mes souvenirs commencent à dater un petit peu, mais où en club, moi je me souviens que j'avais peur de galoper quand j'étais toute petite, et on me disait, mais si, galope, t'inquiète pas, que la mono venait cravacher le cul de mon cheval pour qu'il parte au galop, en me disant, bah tu vois, t'es pas morte. Et à partir du moment où avec l'humain, ça Tu se vois, t'es passe pas comme morte, ça, putain. non, mais à partir du moment où avec l'humain, on te dit, écoute pas tes ressentis, n'aie pas peur, vas-y, dépasse-toi, en gros, on s'en fout de ce que tu ressens, faut que tu y ailles. C'est compliqué de se dire, ben, le cheval, on va écouter ses ressentis, on va se dire que tout va bien. Et je pense qu'il y a un peu ce côté-là, alors qui tend un peu à changer, j'ai l'impression. J'espère, très fort. Pour les gens qui montent en club, j'espère que ça ressemble plus à ça partout, en tout cas. Mais ce côté où, si déjà on n'écoute pas l'humain, se dire, ben, notre cheval aussi, mine de rien, c'est difficile, là, sa vie, on va la rendre un peu plus facile. Et bah, la dissonance, elle est encore là, quoi. J'ai envie de faire un aparté pendant 1 seconde sur le fait que les gens qui écoutent le podcast, c'est dommage que vous ne puissiez pas voir nos têtes parfois quand on parle à certains de ces trucs-là, parce que je pense que nos visages en disent autant que ce qu'on commande vraiment à l'audio. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lucie, et qu'il y a plein de gens qui sont déconnectés aussi vis-à-vis de ce qu'ils font avec leur cheval. Là, toujours sur le thème de ce que tu disais, Clio, sur le fait que le cheval il est en zone rouge et on va quand même travailler parce que c'est le plan qu'on avait. Ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps de voir un cheval qui était tellement en stress, un cavalier qui me dit ouais, mais du coup, je vais travailler à pied puis je vais monter dessus. Et je me dis, mais les gens ils sont suicidaires. Je ne suis pas cheval dans cet état-là, je ne monte pas dessus. J'étais à ma vie, j'ai pas. Je sais pas. Ouais, mais ça rejoint ce que dit Lucie, je trouve, en fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Mais c'est ce qu'on nous apprend aussi, il faut se mettre dans le stress. De toute façon, il n'y a que dans le stress qu'on apprend. Il faut bosser. Enfin, je veux pas faire ma gaucho, mais c'est clairement une société capitaliste qui nous pousse à taffer au-dessus de nos limites, à nous donner à 100% et à être dans le mal-être en permanence. On n'est pas du tout dans une société qui nous amène à nous préserver, à nous écouter et à nous respecter, quoi. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Lucie. Moi, je pense qu'il y a un truc où, de toute façon, chez l'humain, on s'en fout. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire ça avec nos chevaux ? Mais je trouve que du coup, c'est drôle parce que c'est un peu contre-productif quand même. Parce que à force de faire bosser les chevaux en mode, oui, mais il faut qu'il fasse son épaule en dedans et il apprendra à plus avoir peur de la brouette, bah, on devrait quand même maintenant avoir le recul de se dire, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Les chevaux, ils ont toujours peur du fond de la carrière. Ça fait 25 ans qu'on essaie de leur expliquer que ça va aller en faisant des épaules en dedans là-bas. Ça marche toujours pas. Et en fait, les gars, ils font toujours des refus sur les concours. Enfin, tu vois, il y a un truc, des fois, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre que ça marche pas, quoi. Stop, changeons de méthode, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un truc qui me fascine aussi très régulièrement, de voir tous ces trucs qui sont tout le temps répétés. Et quand tu demandes aux gens, mais en fait, c'est quoi l'évolution? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le fait que ça va mieux, qu'il a changé? Et en fait, il y a personne qui peut te dire. C'est toujours pareil, il a toujours été comme ça. Oui, il a toujours été comme ça parce que tu as toujours causé le problème, en fait. Ou l'environnement a causé le problème, c'est pas forcément la responsabilité de l'humain. Mais on a toujours mis le cheval dans une situation où, sur base de son historique, de sa personnalité, des autres chevaux autour et des possibilités physiques et mentales qu'il a, il n'a pas d'autre choix que de réagir comme ça. Et donc forcément, on reste avec le même problème. Ouais, puis je trouve que ça pose vachement cette question de... en fait, est-ce que tu l'emmènes en zone verte et tu construis des compétences de vie et sa confiance en lui et sa confiance en son environnement et sa confiance en toi, et du coup tu te dis, ben maintenant il a les armes et le jour où il faut, s'il y a vraiment un hélicoptère et un avion qui décollent en même temps à côté de la carrière, ben en fait le gars il sera ok, quoi, parce que ça va, on l'a suffisamment sécurisé dans tout ce qui l'entoure pour qu'il soit capable de gérer une petite crise. Ou est-ce qu'on le met en permanence dans des situations où le pauvre il est en train de se concentrer sur son épaule en dedans et il faut qu'il gère une bâche qui vole et une brouette qui est au milieu de son chemin. Donc en fait il est toujours dans des situations un peu périlleuses, un peu incertaines, un peu fragiles, et donc on construit rien de solide. Bah, c'est sûr que le jour où l'avion et l'hélicoptère décollent, en fait le gars il est déjà épuisé, il en peut déjà plus de tout ce qu'on lui a proposé depuis je sais pas combien d'années, et du coup c'est la goutte de trop et il explose. Je trouve que c'est vraiment deux visions différentes. Et à nouveau, il y en a une qui est un peu portée par cette idée qu'il faut se dépasser, il faut être dans le stress pour pouvoir apprendre.
Et si tu mets jamais ton cheval dans des situations compliquées, ben il saura jamais les gérer, quoi. Sauf que je trouve que ça se vérifie pas du tout, en fait. Mais je pense que ça se recoupe aussi un peu à ce qu'on à cette question de... Mais en fait, c'est plus difficile de le faire en renforcement positif parce que tu as besoin au début de ces conditions, de cette zone verte, etc. Et de cette impression que si tu vas dans le concours, tu es obligé de le faire en R-, si tu veux faire tel truc ou du sport, tu es obligé de le faire en R-. Parce que tout l'environnement est déjà conditionné pour rendre cette façon-là peut-être même pas tellement plus facile, mais en fait la seule ligne de direction, la seule marge de manœuvre que tu as. Si je repense à la première pension dans laquelle j'étais avec Pastor, et à ce moment-là, il y a encore énormément de choses que je ne savais pas sur le comportement. Et donc, je ne me suis pas rendu compte des problèmes avant de commencer à entamer mes formations, etc. Mais en fait, il était beaucoup trop au box, donc forcément, il n'était pas en zone verte. Généralement, dans le manège, il y avait 1000 trucs qui bougeaient autour, donc il n'était pas en zone verte. Dans la carrière, ils ont commencé à faire une décoration de films western tout autour de la carrière. Et en plus de ça, il y a des bois derrière avec des animaux. Du coup, dans la carrière, il n'était pas en zone verte. Dans le rond de longe, il y avait parfois des sangliers, du coup il n'était pas en zone verte. À tel endroit, en fait, il avait de zone verte nulle part. Et j'ai commencé à essayer de travailler en renforcement positif là-dedans, et il y a des trucs qui m'ont explosé à la tronche parce qu'il était juste jamais calme. Et c'est pour ça que j'ai fini par partir. Mais pour la plupart des gens qui n'ont pas encore entamé cette réflexion, cette évolution dans... Ok, je regarde le comportement de mon cheval, est-ce qu'il est dans une base qui est suffisamment cool, qui lui permet de faire les apprentissages, de pouvoir avancer, de se réguler, etc. C'est compliqué de dire je vais arranger les antécédents parce que là je peux les arranger de la meilleure façon que je veux. Mon cheval il a quand même une vie pourrie, il vit dans un environnement stressant et donc à part pousser à travers et le faire subir, j'ai pas tellement d'options. Et je pense qu'en fonction de... Si on a ses chevaux chez soi ou si on est peut-être dans des pensions qui ont déjà entamé cette réflexion-là et qui du coup vont dire « Ah oui, va mettre du foie dans la carrière, c'est pas très grave. Oh tiens, de toute façon, si jamais ton cheval fait de l'anxiété de séparation, il y a un paddock là à côté, va prendre un autre cheval et mets-le à côté, comme ça il reste pas tout seul. » Tu peux pas vraiment aller jouer sur les leviers de base qui vont permettre à un cheval de rester en zone verte. Et donc tu as cette espèce de cercle vicieux où on dit tu peux pas le faire et de toute façon ça marche pas et de toute façon c'est pas réaliste et de toute façon t'as un bisounours et donc ça s'entretient constamment et tu peux pas activement pratiquer l'arrangement d'antécédents parce que même physiquement pour l'humain en fait c'est pas réaliste. En fait je pense qu'il faut être conscient qu'il y a plusieurs échelles et que du coup comme tu dis il y a l'idée que le cheval il soit dans des conditions de vie optimales et que surtout il récupère une zone verte parce que je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de chevaux il y a aucune zone verte en fait dans leur environnement. Moi, dans mes accompagnements, souvent, la première étape, c'est en fait de sécuriser une zone verte au sein du pré, juste un espace où le cheval, il se sente en sécurité, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs échelles, et quand bien même t'es dans une pension ou t'es dans un truc où c'est vraiment pas idéal, ou t'es dans une situation où c'est pas idéal, moi j'y pense parce qu'avec Echo, ça a été ça tout l'hiver, j'étais dans une situation qui était pas idéale, mais qui était ce qu'elle était, t'as quand même des leviers sur lesquels tu peux jouer, qui vont te permettre de faire moins pire, en fait. Et du coup, oui, tu peux pas amener un pote à côté du manège pour gérer l'anxiété de séparation. Oui, il est pas au foin toute la journée, mais déjà, va pas dans la zone du manège qui lui fait le plus peur. Enfin, tu vois, ça, c'est de l'arrangement des antécédents à ton échelle que tu peux quand même assez facilement faire. Du coup, je pense que, comme tu dis, il y a cette idée de pas chercher que tout soit parfait. En fait, ça sera jamais le cas et si on attend que tout soit parfait pour bosser, on ne bossera jamais. Mais je pense qu'on peut essayer de trouver la plus petite échelle possible et de se dire, en fait, là, déjà aujourd'hui, comme tu disais, je pousse la brouette, quoi. Et juste, on se concentre sur un tout petit truc. Et du coup, peut-être que d'une zone rouge foncé, on va dire qu'en carrière, tu arrives à trouver une zone orange un peu claire et à bosser à partir de là, quoi. Oui, s'adapter de toute manière à l'environnement qu'on a de base. On peut pas toujours, heureusement, l'environnement, on le maîtrise pas à 100%. Parfois, même quand on veut faire au mieux, on peut pas faire aussi bien qu'on voudrait. Mais par contre, on peut choisir ce jour-là de pas aller trop loin, trop compliqué. De se dire, on fait quelque chose de plus facile parce qu'il y a un hélicoptère qui tourne autour, parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il y a la chasse, ne serait-ce que ça. Parfois, on entend les chasseurs tout autour. On peut se dire, aujourd'hui,
On va pas faire un truc trop compliqué parce qu'on entend que ça tire tout autour, c'est des choses qui arrivent. Bah tant pis, on fait un peu moins dur et ça peut être frustrant pour l'humain. Et c'est là où parfois c'est un peu plus compliqué. Mais où entre faire une séance où on est un petit peu frustré parce qu'on n'a pas fait autant qu'on aurait voulu et une séance qui est cata parce que le cheval monte dans les tours, parfois un peu de frustration. Bon. J'aime beaucoup ce que tu disais, Clio, à propos du fait de trouver une échelle. Parce qu'au final, on parle quand même beaucoup de l'arrangement des antécédents pour les comportements problématiques. Et évidemment, ça joue un rôle dans l'entraînement, etc. Mais je pense que c'est un peu moins souvent dans ce contexte-là. Peut-être qu'on en parle quand on est vraiment avec un cheval avec qui tout va bien. Mais si t'as un cheval qui meurt, par exemple, quand on donne la ration, quand on va le chercher au pré ou quoi, tu vas rarement avoir un cheval qui, juste parce que tu as bien arrangé les antécédents, va cesser de mordre dans les 30 secondes qui suivent. Il va falloir petit à petit qu'il se rende compte que la situation est différente, qu'il n'a plus besoin du comportement, et ça va aller crescendo vers le bas. Je sais pas comment on dit Décrescendo. crescendo. Je crois que c'est un décrescendo. Décrescendo. Mais ça va pas être un claquement de doigts. Moi, j'ai parfois dans des accompagnements des gens qui me disent ah j'ai essayé ça et en fait c'était pas mieux. Et je suis là oui ok mais on a fait ça pendant 2 minutes et c'est pas une solution magique non plus. Il y a toute une nouvelle habitude qui doit se mettre en place quand on est sur des comportements dangereux. On est bien d'accord qu'on veut arranger assez bien les antécédents pour ne mettre personne en danger, ni le cheval, ni les humains, ni le monde autour. Mais un cheval qui fait de l'anxiété de séparation à crever, même juste le fait de mettre à l'école au cheval d'à côté, ça peut déjà générer de la vigilance. Et il va falloir répéter cette étape-là un certain nombre de fois pour que le cheval soit mentalement capable de se rendre compte que c'est différent. Ouais, mais en fait, l'arrangement des antécédents, pour moi, c'est un peu la première marche. Alors, pas la première, mais c'est une petite marche dans le processus de modification comportementale qui est vraiment au début. Donc, d'abord, tu vérifies que ton cheval, niveau santé, ça va, mais après, tu arranges tes antécédents pour que ton cadre de travail, ce soit OK. Et après, tu vas voir l'entraînement, c'est ce qu'on disait. Et c'est pour ça que, en fait, à nouveau, ça me fait rire, parce que c'est un truc dont on parle beaucoup en R+, jamais en R-, alors qu'en fait, on peut tout à fait l'utiliser en R-. Et c'est hyper dommage de s'en priver. C'est quelque chose qui devrait venir avant, et ensuite, on se pose la question, au fait, est-ce que je bosse en R+, ou est-ce que je bosse en R-, on s'en fout. Arrange tes antécédents quoi qu'il arrive, et tu les arranges peut-être pas exactement de la même façon, mais en tout cas, arrange-les, et après, on verra quelle méthode on veut utiliser pour finir de la modification comportementale, quoi. Ouais. Après, comme tu dis, en R-, on l'utilise peut-être déjà pour certaines choses, pour certains trucs qu'on n'en est pas forcément conscient. Mais effectivement, il y a quand même ce côté où on peut en avoir, entre guillemets, moins besoin pour vraiment avancer. Ce qui est un peu dommage, parce qu'en soi, on pourrait très bien l'utiliser aussi. Et où du coup, on n'y pense pas forcément de prime abord. Ouais, je pense qu'il y a aussi beaucoup un truc... comme on dit, nous déjà, on nous apprend depuis tout petit, vas-y, tu vas pas en crever, et puis si tu vas pas, franchement... moi, on m'a dit plein de fois, mais si tu veux pas faire ça, arrête de monter à cheval. J'étais là, oh, d'accord, un peu violent, mais ok. Et bon, bref, je suis acharnée 15 ans de plus, mais... Enfin, je veux dire, nous, on nous traite comme ça. Du coup, t'imagines, tu bosses en R- un peu classique, et tu dis, ah bah non, mais là, je vais plutôt travailler dans cette partie de la carrière parce que mon cheval, il aime pas aller au fond. Mais laisse tomber, tu te fais pourrir. Enfin, tu sais, les gens, ils sont là, gna gna gna, et du coup, ils sont là, ah gna gna, c'est de la triche. Il y a vraiment cette idée de si tu facilites la vie à ton cheval, tu triches, ou bien, si tu facilites la vie à ton cheval, il gagne. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a ce côté rapport de force qu'on retrouve un peu de côté... il faut qu'il fasse ce que tu as décidé qu'il fasse. Mais si tu as décidé qu'il marcherait dans du feu, il faut qu'il marche dans du feu. C'est ça. Même si c'est totalement incohérent pour lui à ce moment-là, à cause de son état émotionnel ou à cause de plein d'autres choses. Et surtout quand tu y réfléchis, un peu ce truc de triche, tu sais, tu triches à l'école, entre guillemets, c'est mal parce que t'as pas appris quelque chose et ça te fait pas avancer. Alors que ce cas de triche, entre guillemets, avec un cheval, ben ça va lui permettre d'être dans un état mental qui va lui permettre d'apprendre quelque chose de plus positif et donc d'avancer. Donc non seulement il a gagné, mais l'humain, il a gagné aussi. Ben c'est ça. En fait, moi,
c'est ce qui me bute, quoi. C'est que les gens, ils sont là, mais il a gagné. Et t'es là, mais il a gagné quoi? Il a gagné le droit de pas flipper pendant toute sa séance. Peut-être c'est un dû, déjà. À mon avis, c'est la moindre des choses, parce qu'il a rien demandé, Pichou. Et en plus, je trouve que si t'inverses le rapport de force, si tu dis, il faut pas qu'il gagne, ça veut dire qu'il faut que ce soit moi qui gagne. Et si c'est moi qui gagne, ça veut dire que mon cheval, il perd. On est d'accord. Et du coup, tu sais, moi, ça me questionne vachement sur quelle relation tu veux avec ton cheval, quoi. En fait, c'est une relation où moi, je gagne tout le temps et lui, il perd tout le temps. Tu m'étonnes qu'il m'aime pas des masses, mon poney. Enfin, c'est relou une relation où tu perds tout le temps, que tu sois obligé de faire des compromis, qu'on puisse pas s'adapter tout le temps à ce que tu veux. Enfin, j'entends. Une relation, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Mais une relation où tu perds tout le temps, enfin, moi, j'aurais pas envie d'en être, quoi. C'est chiant. Mais c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, le monde du cheval est de plus en plus, morcelé. Et autant à une époque, je trouve qu'il y avait une frontière assez forte, Bisounoursland, le reste, grossièrement, hein, avec... Autant aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment un vrai panel qui s'écarte énormément entre le côté gagne tout le temps et casse-lui la gueule et le côté je suis pur petit bisounours et mon cheval fait ce qu'il veut quand il veut. Et entre deux, on a vraiment, je trouve, maintenant, de tout. Et je pense que ça vient un peu du côté humain dont on parlait l'autre jour, parce que ceux qui, comme nous, se sont fait un peu matraquer plus jeunes, il y a ceux qui sont partis à rester dans le moule, entre guillemets, grossièrement, à rester dans la tradition équestre, si on peut dire. Et ceux qui s'en sont un peu extirpés en disant, ouais, bon, c'était pas foufou quand même, de se dire, bon allez, aujourd'hui, au pire, on meurt. Super. Nous, ça ressemblait à ça, parfois, les cours avec les chevaux qui étaient un peu barjots. On se disait, bon, de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver au pire? On meurt, hein. Allez, on est parti. Bah super, bonne ambiance. Et du coup, aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même moins ça. Dans tout cas, alors après, il peut y avoir un biais de perception entre tout ce qu'on voit sur les réseaux, les gens qu'on suit, les gens qu'on écoute, etc. Mais je trouve qu'il y a moins ça qu'à une époque. Et je suis d'accord qu'il y a un shift générationnel quand même, comme tu disais, c'est pas juste dans le monde du cheval. Je me souviens m'être pris la tête un jour avec un de mes professeurs d'école secondaire, alors que voilà, j'étais déjà à l'UNIF un peu plus adulte, donc c'était plus mon prof directement, mais qui s'emballait sur le oui, mais moi de mon temps, on était payé qu'après le deuxième salaire et je sais pas quoi, et les jeunes d'aujourd'hui ils font plus aucun effort. Et moi je me dis, mais si mes collègues de 25 ans ils ont le début de leur vie plus facile que moi, mais tant mieux en fait. Pourquoi est-ce que ça devrait être plus difficile ou aussi difficile pour eux que ce que ça a été pour moi? J'ai pas de raison de souhaiter à d'autres personnes des galères dans leur vie parce que moi j'en ai eu. Et je pense que cette logique-là, j'ai l'impression que pour les gens qui étendent ça à leurs chevaux, ils les ont probablement sans doute aux autres gens aussi. Et je dis pas que ce shift se fait que sur les générations, hein. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont plus âgés que nous qui peuvent aussi être dans ce mindset-là, mais j'ai vraiment du mal à concevoir cette idée de juste se dire, il faudrait qu'on souhaite de la difficulté aux gens, enfin ça changerait à ta vie, en plus ta vie à toi elle n'est pas devenue plus facile parce qu'il y a des gens autour de toi qui galèrent, je sais pas, je comprends pas. Ça, en fait, je vois ce que tu veux dire, Lucie, sur cette histoire de panel, qui a un peu de tout, mais je trouve qu'il y a certains trucs qui ont la peau dure, des idées, et genre typiquement ça, le coup de bah ouais, mais si je cède maintenant, il va gagner. Moi, ça, c'est un truc que j'entends en séance hyper régulièrement de gens qui sont pourtant dans une démarche d'être hyper à l'écoute de leur cheval, de répondre à ses besoins, de changer un peu leur méthode d'apprentissage et tout. Mais en fait, ils ont tellement entendu ça que forcément, à un moment, ils me le ressortent. Tu vois, moi, je vais leur dire, bah là, en fait, on va faire demi-tour parce que ton poney, clairement, si on va plus loin, ça va être trop pour lui, on va faire demi-tour. Et ils sont là, bah ouais, mais là, il va gagner, il va apprendre que quand ça va pas, on fait demi-tour. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de prendre le temps avec eux, de réfléchir à ce qu'ils sont en train de me dire. Et de dire, mais en fait, il va gagner quoi? Il va gagner de la sécurité. Est-ce que c'est pas ton but? Et là, ils font, ah oui, c'est vrai. Après, tu dis, bah, est-ce que, du coup, ils apprennent que quand ça va pas, tu leur proposes de faire demi-tour? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Ah bah non, du coup, parce que le but, c'est qu'après, ça aille, donc il y aura plus besoin de faire demi-tour. Mais tu vois, du coup, tu les arrêtes et ils disent, ah oui, mais là, il va gagner. Qu'est-ce que ça veut dire, gagner, tu vois? Et du coup, d'un coup, ils captent, ils sont là, mais cette phrase, en fait, elle est nulle. Et t'es là, bah oui, elle est nulle. Mais c'est vrai que si tu t'es jamais arrêté pour la questionner,
bah tu la répètes, mais comme on le fait tous. Moi, des fois, je m'entends dire des trucs à ma belle-fille, mais un scandale. J'ai l'impression d'être ma mère et d'être une vieille boumeuse, quoi. Et après, je m'arrête et je suis là, attends, Clio, tu peux pas dire des choses comme ça, déjà parce que tu les penses pas, et en plus parce que c'est naze, enfin, c'est la honte, quoi. Mais je veux dire, tant que t'as pas pris le temps, tu vois, le recul de te dire, ok, ça, je le bannis de mon vocabulaire, bah tu le questionnes pas forcément. Et je trouve que dans ce panel il y a un peu de tout maintenant entre les bisounours et les gens, on va dire, à la dure, à l'ancienne, ben, on a quand même encore tout ce travail de déconstruction à faire, d'aller chercher aussi chez les gens qui sont dans une bonne démarche, d'aller chercher ces petites phrases qui restent et de dire, attends, là il faut se poser la question. En fait, c'est pas normal de dire Pichou, il doit jamais gagner, quoi. Je te rejoins totalement, Clio. Là où je voyais la panel, c'est justement que ces phrases, on les entend encore, mais je trouve qu'on les entend sur des choses parfois plus... comment dire c'est pas plus légères, mais plus subtiles qu'on aurait pu l'avoir à une époque. Par exemple, c'est des gens qui vont pas hésiter à rendre la vie de leur cheval plus facile sur certaines choses, mais cette phrase, elle va ressortir sur d'autres choses. Là où à une époque, dans tous les cas, le cheval, fallait qu'il marche droit sur sa ligne, il déviait de sa ligne. Ah bah non, tu reviens sur ta ligne, Coco, parce que un pied dans la trace de l'autre et on n'en déroge pas. C'est plutôt là où je trouve que ces phrases-là, elles sont ancrées. Je suis tout à fait d'accord. On les retrouve facilement. Mais c'est des phrases sur lesquelles je trouve qu'il y a pas mal de gens maintenant qui dérogent sans s'en rendre compte sur certains trucs. Dans le sens où le cheval, bah, parfois, il s'écarte et c'est OK. Et parfois, ah non, là, faut... Et là, effectivement, venir interroger, je suis tout à fait d'accord. Mais des fois, t'as presque un effet rebond, je trouve. Ils sont, oh non, mais là, j'ai laissé passer trop de choses. Là, il faut cadrer, là. Non, non, mais c'était bien, hein, c'était bien. On va rester comme ça. Hein. C'est pas faux. Ça m'a fait penser à un autre truc. Attendez, peut-être que je l'ai noté. Oui, si, ça me faisait penser à quelque chose. Je sais plus ce que tu disais, Coraline, tout à l'heure. Si, c'est ça, je sais très bien ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais l'arrangement des antécédents, ça suffit pas. En fait, c'est juste une phase de la modification comportementale, mais ça peut. Enfin, comme tu dis, c'est pas parce qu'un cheval, on fait du contact protégé avec lui qu'il va arrêter de mordre. Il faut aussi aller chercher pourquoi il mordait, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme comportement à la place, ou comment est-ce qu'on peut régler ses ulcères pour qu'il ait plus envie de mordre, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a d'autres choses à faire en dehors du contact protégé pour qu'il soit amené à plus mordre. Et du coup, ça me faisait penser à... Moi, souvent, quand je dis aux gens, bah là, on va organiser un peu l'environnement pour que ça se passe plus. Donc, par exemple, je leur dis, bah là, on va travailler en contact protégé pendant quelques temps. Et ils me disent, ah ouais, donc je pourrais plus jamais rentrer dans le pré de mon cheval. Wow, attends, calme-toi. Et en fait, du coup, je trouve ça important de préciser que souvent, l'arrangement des antécédents, en fait, c'est temporaire. Et c'est le temps de pouvoir apprendre quelque chose au cheval qui fait que derrière, on n'aura plus besoin de l'arrangement des antécédents. Et ça sera, en fait, ça deviendra même presque naturel. Un jour, tu vas plus le faire et ça sera OK parce que le cheval, il aura appris à se gérer autrement ou à plus avoir peur de tel truc. Et du coup, il passera à côté de la brouette et tu te diras même plus, ah tiens, il faut que j'enlève la brouette, quoi. Ouais. Moi, j'explique souvent ça aussi dans mes accompagnants quand on a un problème d'anxiété de séparation, par exemple, ou un comportement problématique. Généralement, je dis, en fait, la première chose qu'on doit faire, on va devoir déconstruire le comportement pour recréer une base neutre et pour pouvoir apprendre à un cheval un comportement alternatif. Parce que tant qu'il est encore à 200% sur son autoroute de il faut que je morde, il faut que je fasse un autre truc, tu peux pas lui apprendre à rouler en vélo dans les bois en même temps. Les deux trucs, ils sont pas compatibles. Donc il faut revenir à une base qui est un peu neutre, où tu peux rouvrir un panel de possibilités, et quand tout ce panel de possibilités a à peu près la même probabilité de se produire, tu peux commencer à faire peut-être un arrangement d'antécédents différent ou rajouter différents renforcements pour que le cheval commence à sélectionner une option qui t'arrange un peu mieux. Mais le plus souvent, si tu veux pas utiliser la punition pour créer de l'inhibition, ta possibilité de revenir à cette base neutre, c'est d'arranger les antécédents, et après tu peux repartir dans l'autre sens. Mais ça prend un certain temps, et j'ai envie de dire, de toute façon, autant de temps que la punition, parce que la punition, on sait bien que dans plein de cas, ça marche pas de toute façon. En tout cas, ça marche pas pour ce qu'on essaie vraiment de faire. Et du coup, autant juste prendre le temps de remettre le cheval sur cette base neutre pour pouvoir aller après dans l'autre sens et aller rajouter un peu de la variation. Ça me fait penser en disant ça à une autre phrase qu'on me dit souvent. Oui, mais si je mets jamais mon cheval dans le stress ou confronté à des trucs de stress, il sera jamais capable d'y réagir ou il saura jamais quoi faire.
Et c'est la même chose. Bah oui, mais là déjà, il sait pas quoi faire. Donc on n'arrête pas de le mettre face à du stress et il sait quand même pas quoi faire. Il fait quand même que des trucs qu'on veut pas. Donc peut-être qu'on va lui apprendre à réagir correctement dans des trucs où il se passe rien. Et une fois qu'il aura bien appris les bons comportements, bah on pourra faire hey, tu sais, en fait, encore rester tranquillement à manger ton foin pendant que je fais ce truc qui est un peu chiant. Bah, il saura sans doute vachement mieux le faire s'il a appris à manger son foin tout court quand t'étais à côté de lui, quoi. Et que tu fais pas un truc chiant. Ouais, bah ça rejoint cette idée de zone verte, zone jaune. Si tu le mets jamais dans la difficulté, il apprend pas à gérer la difficulté. Je trouve que c'est mal connaître comment fonctionne l'apprentissage, quoi. Mais bon, déjà chez l'humain, les gens sont pas raccords là-dessus, donc je pense qu'il y a un petit moment avant qu'on tombe tous d'accord là-dessus chez le cheval. Ouais. Bah, c'est une question de niveau d'exposition aussi, je pense un peu. Tu vois, entre dire il faut pas de stress du tout ou un peu de stress, moi je suis plutôt d'avis que tant qu'on peut éviter le stress, on l'évite. Mais tu vois, je pense à un truc que je fais encore bien pour les chevaux qui sont un peu réactifs et qui ont tendance à réagir un peu tout. Quand on fait du travail d'enrichissement, une fois que le truc il est bien lissé, que le cheval a compris qu'il est vraiment à l'aise, bah, je vais commencer à ajouter des éléments perturbateurs là-dedans. Et par exemple, s'il renverse une boîte, bah, il y a un truc dedans qui fait un petit peu de bruit ou qui va tomber en dehors de la boîte et qui fait que le cheval va peut-être être surpris. Mais en même temps, c'est une situation sur laquelle il a le contrôle et où il peut bouger autant qu'il veut. C'est lui qui choisit d'aller bouger de la boîte, on n'est pas en train de le confronter de force à quelque chose. Et ça, je trouve que pour la régulation émotionnelle, ça peut avoir un effet intéressant. Mais j'essaie toujours de le mettre en place de manière à ce que le cheval ne dérouille pas non plus en bougeant une boîte, parce qu'évidemment, c'est pas ça le but. Mais juste de faire oh tiens, j'ai été surpris. Ah bah en fait, c'est pas grave, mais ça a duré une seconde. Mais dans cet environnement-là, du coup, ton stress, tu peux le contrôler. C'est pas comme juste de dire je vais aller en balade, et puis du coup, il va apprendre à tolérer le stress pendant 1h30 de ma balade, alors qu'il y a peut-être des squats, des chiens, et en fait, tout ton niveau d'exposition, tu peux plus le gérer, parce qu'une fois que t'es parti, bah, ça s'ajoute, et s'il n'y a pas un endroit où tu peux revenir vraiment à zéro parce que tu as créé une zone verte au milieu de ta balade, bah en fait, probablement sur ton retour de balade, tu vas être foutu parce que tout le bon travail que tu as fait au début, bah tu le zigouilles sur tout le retour parce que le cheval est plus mentalement capable de gérer le stress auquel tu vas être confronté parce que tu n'as plus de contrôle sur cette situation-là. Et c'est là que tu croises un hélico. Et c'est là que l'hélicoptère décolle en même temps que l'avion. Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'en fait, la vie, elle se charge bien assez de mettre du stress dans la vie de nos chevaux. Et que du coup, nous, on n'a pas besoin d'en rajouter dans nos plans d'entraînement. Et que surtout, on n'est pas des êtres infaillibles, et donc il y a bien des fois où on va foirer un peu nos plans d'entraînement. Ça nous servira d'aller tester nos zones oranges. Il y a en général pas besoin de le programmer, il y a toujours un moment où tu t'es un peu loupé sur ton truc, et où t'as pas fait gaffe, mais en fait, il y a un cheval qui vient d'arriver dans la carrière, ou qui quitte la carrière, ou... bref, un élément perturbateur qui fait que t'es bien confronté de toute façon à ce stress. On ne vit pas non plus dans des environnements aseptisés qu'on contrôle à 100%. Donc, ouais, moi j'aime bien. Et puis en fait, on impose déjà tellement de stress aux chevaux dans leur vie de tous les jours que, au contraire, on leur doit bien une séance où en fait, on leur promet que, en fait, qu'on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, quoi. Je trouve que le deal, il marche plutôt comme ça pour moi. Je trouve que c'est vraiment une question de prévisibilité dans un contexte où, enfin, dans les trucs populaires qu'on entend depuis un moment, on parle quand même beaucoup de relations. Et moi, je me dis toujours, mais à quel point est-ce que tu construis une relation qui est saine, sécurisante, avec des gens que tu aimes beaucoup, si ces gens-là, ils sont tout le temps imprévisibles. Tu vois, les gens qui sont tout le temps en retard et qui préviennent pas, qui vont parfois se faire un sale coup. Tu pars en soirée, une fois ça va bien, la deuxième fois ils se mettent misérables, ils sont bourrés, ils commencent à être désagréables avec tout le monde. Tu vois, ça veut pas dire que tu vas pas les aimer ces gens-là, parce qu'ils ont peut-être plein de bons côtés. Mais je pense que globalement, quelqu'un qui est hyper imprévisible dans son comportement et du coup les conséquences que ça a sur toi, ça va quand même t'encourager au fil du temps à vouloir prendre un peu plus sa distance. Et c'est peut-être pas les gens avec qui tu vas construire ta vie et des gens avec qui tu vas être vraiment proche. Et sans vouloir faire d'anthropomorphisme, je pense que le cheval, il construit quand même aussi un historique d'apprentissage avec l'humain et même toutes les choses dans son environnement de la même façon. C'est à chaque fois qu'il va dans la carrière, une fois sur deux ça se passe bien, une fois sur deux il y a un truc qui lui fait méga peur, il va quand même construire un historique que la carrière, c'est très 50-50 quand même, mais du coup je sais pas trop si j'ai envie d'aller prendre le risque parce qu'aujourd'hui est-ce que c'est un jour A et c'est un jour B. Et je pense que pour les humains c'est la même chose, si ton cheval il te voit arriver et il te dit on est quand même sur une vibe pour le moment où la plupart du temps il m'arrive quand même un truc vraiment pas cool quand je vais faire un truc avec cet humain là, même si de temps en temps il se passe vraiment des trucs bien aussi, dans quelle mesure est-ce que j'ai envie d'aller prendre le risque? Je pense que
Si on a envie d'établir une bonne base de relation et un cheval qui va être globalement optimiste dans les trucs qu'on va lui proposer, bah, il faut qu'on lui donne des raisons d'être optimiste aussi et pas d'être dans l'attente de «Oh merde, peut-être qu'il va se passer un truc». Ça me fait penser à ce que tu as dit là sur la prévisibilité entre personnes dans une relation. En fait, ça m'avait marqué parce que je me souviens que la définition de la relation dans la formation d'animaux, c'est que... Et du coup, je viens de regarder et de retomber sur la même définition. C'est qu'en fait, la définition de la relation, c'est un rapport qui lie des personnes entre elles euh, et qui fait qu'elles ont une influence réciproque l'une sur l'autre. Donc en fait, je me souviens dans la définition, dans le cours d'animaux, il y avait cette idée que, en fait, quand tu es en relation avec quelqu'un, ça veut dire que tu es capable d'anticiper ses comportements. Et pas forcément de les contrôler, mais en tout cas, tu les connais, quoi. Il y a vraiment cette notion, et du coup, ça me fait vraiment penser à ça, cette notion de prévisibilité, quoi. Tu connais l'autre, et du coup, tu sais comment il va plus ou moins réagir dans telle ou telle situation, et du coup, tu sais à quoi t'attendre. Donc en fait, par définition même, dans la relation, il y a cette idée de prévisibilité, d'agentivité, quoi. Après, qui n'est pas toujours positif non plus, hein. Je sais absolument pas pourquoi, mais j'avais une réflexion autour de ça aussi ces derniers jours. Tu vois, si tu prends l'exemple d'une relation de couple toxique et que tu as une femme qui sait que son homme va toujours réagir de façon X qui est détrimentale pour elle, elle va apprendre aussi que c'est aussi une forme de prévisibilité, mais dans le mauvais sens, et qu'elle va pouvoir, en réagissant de telle façon Y, bah, elle évite le problème, mais peut-être en s'écrasant, en éliminant un peu qui elle est, en s'exprimant d'une façon qui est plus la sienne. Et là, je prends un exemple homme-femme parce que c'est le truc que j'avais en tête dans ma réflexion ces derniers jours pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce podcast ou les chevaux de manière générale. Mais évidemment, on peut avoir une relation toxique entre deux êtres qui sont pas forcément de genre différents, mais aussi entre quelqu'un et son cheval. Oui, c'est vrai. Donc c'est et du coup, en fait, ça reste une relation. Une relation toxique reste une relation. Ouais. Mais du coup, c'est pas parce que ton cheval vient forcément au grand galop vers toi quand t'arrives avec le licol que c'est nécessairement parce qu'il kiffe ce qu'il va faire après. C'est peut-être que c'est la meilleure solution pour lui et pour faire dans l'interaction et de la relation dans laquelle il se trouve et qui n'est pas par choix pour lui non plus, parce qu'il peut pas choisir de changer de propriétaire. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai un peu dévié du sujet, mais c'est le truc où ça me faisait penser. Ouais, mais c'est intéressant, je trouve. Enfin, il y a forcément des liens de toute façon entre les relations. Enfin, je sais pas, des fois je trouve que c'est intéressant d'aller chercher. Moi, je sais que j'avais fait beaucoup ça pour le consentement, d'aller questionner qu'est-ce que ça veut dire entre humains déjà, du coup, qu'est-ce que ça veut dire entre quelqu'un et son cheval. Enfin, voilà. Autre chose que vous voulez ajouter sur le sujet ? Moi, j'ai un peu envie de revenir sur la question sur le point que ça permet de ne pas être tout le temps dans la punition et la correction. On l'a un peu évoqué aussi, mais on n'a pas vraiment donné d'exemple concret. Et quand on avait commencé à préparer ce podcast, on s'était dit aussi, ça sera peut-être un podcast un peu plus facile d'accès et qui donnera des clés pratiques aux gens. Et puis en fait, on est quand même parti dans un débat tout à fait philosophique et peut-être que ça va pas vraiment vous aider dans votre quotidien avec vos chevaux. Mais on peut peut-être essayer de finir un peu sur ça et sur... on a parlé un peu des brouettes et des tas de foin, mais on peut peut-être donner plus d'aspects concrets sur la façon dont ça peut aider. Et là, j'ai un exemple d'une des élèves que j'ai en accompagnement et à qui j'ai dit il n'y a pas longtemps je pense que tu devrais attacher ton cheval plus long parce qu'il n'est pas super à l'aise à la tâche et je pense que juste pouvoir être un peu plus loin du mur et du coup avoir un champ visuel qui va être plus ouvert, parce qu'il n'y a pas de 36 solutions pour le mettre à la tâche. Et il y a plein d'autres trucs sur lesquels on travaille, donc c'est juste un exemple parmi les trucs. Mais où elle m'a envoyé un vocal il y a 2 jours en disant j'y croyais pas du tout. Et en fait, ça a quand même vachement l'air de l'aider. Et je me dis juste ce truc de donner 25 cm de longe en plus. Passeur, c'est la même chose, il attache toujours super long et je trouve qu'il est beaucoup moins chipoteur et à remuer dans tous les sens. Plus il a d'espace. Alors, parfois, évidemment, l'idéal ce serait peut-être de ne pas attacher, mais selon les chevaux et selon l'environnement dans lequel on est, c'est peut-être pas toujours une solution. Mais voilà, c'est un exemple facile d'un truc qui est aussi facile à tester. De dire, tiens, mon cheval il chipote un peu à la tâche, est-ce que je peux lui mettre du foin? C'est peut-être le premier arrangement qui souvent aide. Et si on peut pas faire ça, est-ce que juste l'attacher plus long ou l'attacher à un autre endroit, pas l'attacher face à un mur, mais l'attacher sur le côté ou juste à un endroit où il peut voir d'autres chevaux.
C'est des bêtes trucs qu'on peut changer et qui souvent peuvent aider. Carrément. C'est vrai qu'on avait abordé cette idée de dire que, en fait, quand t'arranges pas les antécédents, du coup, souvent, il y a ce mauvais comportement qui arrive et t'es tout le temps en train de corriger le mauvais comportement. Donc, tu prends pas vraiment le temps de construire le bon, tu corriges déjà le mauvais. Et ça peut... Déjà, ça fait que quand tu vas installer le bon comportement, comme tu dis, des fois, il y a des chaînes de comportement, en fait, que tu vas installer plutôt que juste un bon comportement. Euh, Et puis surtout, finalement, ton entre guillemets bon comportement, il est un peu pourri par ce qui vient de se passer juste avant, quoi. Donc souvent, tu vas avoir une association émotionnelle un peu négative, parce que le cheval vient d'être puni, donc il est soit un peu frustré, soit il a eu un peu peur, ou enfin voilà. Il y a aussi toute cette association émotionnelle qui va avec. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au-delà du comportement, l'arrangement des antécédents, on peut venir travailler sur toute la sphère émotionnelle. Parce que si en arrangeant les antécédents, on peut éviter que l'émotionnel parte dans de la frustration ou de la colère, si on peut dire, ou ce genre d'émotions pas forcément hyper fun, ou de la peur, ou que sais-je, non seulement on vient mettre en place un comportement qui est bénéfique, ou du moins qui est souhaité, mais en plus, on peut le faire de manière à éviter à notre cheval de vivre des émotions qui ne sont pas forcément chouettes. Si on revient par exemple sur la distribution de l'alimentation, quand il est possible de donner le foin un peu avant de donner par exemple des concentrés, nos chevaux ils peuvent être posés sur leur foin et déjà rien que ça peut changer les choses par rapport à des chevaux qui attendent leur nourriture et à qui on commence par donner les seaux. Et du coup, ils sont complètement azimutés sur les seaux parce qu'ils n'ont rien à manger, ils sont en train d'attendre d'avoir à manger. Et ce qu'ils ont à manger, c'est un truc hyper appétant. Alors que parfois, juste distribuer le foin en donnant suffisamment de tas pour que tout le monde se pose et ensuite seulement distribuer les seaux tranquillement à tout le monde, ça change pas forcément tout de suite, tout d'un coup, mais ça peut déjà faire une belle différence parce que les chevaux, ils peuvent manger, ils peuvent être posés, ils peuvent être en train de mastiquer, avoir quelque chose dans le ventre. Et ensuite, on amène les trucs chouettes en plus. Donc il y a ce côté émotionnel, mine de rien, qui est aussi hyper intéressant et important à prendre en compte quand on décide de gérer les antécédents. Si on veut éviter à notre cheval de vivre des émotions pas forcément cool. Je veux dire, si on peut éviter effectivement que la statue de dragon qu'on a achetée la veille soit pile sur son passage pour aller voir le maréchal Ferrand, ça peut être un peu plus chouette. Plutôt qu'il le découvre au moment où après il faut qu'il soit immobile pendant 1 heure pour qu'on lui fasse les pieds. Ah, j'aimerais trop voir ton jardin, Lucie. Je rentre chez moi, mais... C'est une anecdote, ça, il a dû se passer un truc. Je connais des gens qui ont des statues de dinosaures et c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, si au moment où tu as une statue de dinosaure qui arrive chez toi et ensuite ton cheval qui passe, ça doit pas être fun. Dans cette idée d'arrangement des antécédents, moi j'ai passé un peu mon hiver à faire ça avec Echo. Et lui, c'est drôle, je me suis retrouvée à couper des branches parce que du coup, il avait des chevaux à vue et donc ça c'est compliqué pour lui. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui est compliqué pour lui, c'est pas d'avoir des chevaux à vue, c'est de perdre les chevaux qu'il a à vue. En fait, soit il a pas de chevaux à vue et tout va bien, soit il a des chevaux à vue et il faut qu'il les surveille. Mais le fait d'avoir des chevaux à vue qui vont et qui viennent, pour lui, c'était un cauchemar. Et comme tu disais, du coup, il arrêtait pas de monter en pression dans des états qu'il n'arrivait plus du tout à contrôler. Et comme les petits rigolos en face, ils aimaient bien faire plein d'allers-retours, Pichou, il vivait ça 40 fois par jour, quoi. Et donc, en fait, j'ai réglé ça en coinçant les autres chevaux dans un espace où ils pouvaient les voir en permanence. Et ça, ça l'a vachement aidé à s'apaiser parce que d'un coup, c'est devenu prévisible. Il savait qu'ils n'allaient pas partir et donc il a pu... je pense à ça parce que tu parlais de l'état émotionnel. En fait, il a pu retrouver un état émotionnel suffisamment bas pour pouvoir apprendre, pour pouvoir de nouveau intégrer des informations. Et donc, c'est passé par aussi le fait de couper un peu des branches et lui faire une sorte de petite fenêtre parce que du coup, il y a une sorte de haie de buis entre les deux champs. Et j'étais avec une copine et je lui dis mais en fait on va lui faire une fenêtre, il faut qu'il ait une télévision sur le râtelier des voisins parce que sinon il va pas s'en sortir, quoi. Donc on a coupé les buis en carré comme ça et donc il avait cette petite vision sur les voisins qui mangeaient leur foin et ça l'a vachement aidé à s'apaiser. Et en fait comme on a retrouvé un niveau d'apaisement global à peu près sain,
sain, mais en tout cas sur lequel on peut commencer à travailler, et ben derrière, on a pu réintroduire de la distance et le fait que les autres sortent petit à petit de son champ de vision à un moment où lui, il était émotionnellement plus dispo. Et donc à nouveau, l'idée c'était de, en fait, lui le préserver émotionnellement pour pouvoir ensuite lui apprendre quelque chose et qu'il apprenne à gérer cet apprentissage-là. C'est un truc que j'adore avec l'arrangement des antécédents en tant qu'humain, c'est que c'est super créatif aussi. Tu vois, tu te retrouves dans une situation et tu te dis, tiens, mon cheval, il a besoin de ça. Qu'est-ce que je peux bouger autour pour pouvoir combler ce besoin de façon plus efficace que ce qu'il avait avant. Et c'est pas juste une question, évidemment, tu as les besoins fondamentaux, etc. Mais généralement, dans la situation dans laquelle tu travailles, tu peux rarement dire « Oh, je vais déménager mon cheval dans la portion parfaite ou je vais acheter 5 hectares en plus de terrain, comme ça, je peux tout régler. » Mais te dire « Bah voilà, j'ai des arbres là, j'ai un bâtiment là, j'ai autant de chevaux à disposition qui ont aussi leurs problématiques, leurs besoins et les trucs qui peuvent pas être bougés. Et comment est-ce que je peux trouver le truc le plus créatif possible qui permet d'aller combler le besoin ou le besoin que le cheval exprime pour se sentir bien. Et ça, moi, je trouve ça super chouette. Tu vois, me dire, parfois, je suis là à y réfléchir pendant 2 jours, puis je suis là, oh, mais je pourrais faire ça en fait. Et là, j'ai trop envie d'aller le tester. Tu vois, je suis là, Paulin, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Est-ce que je continue? Et je trouve ça super satisfaisant aussi quand on commence à tester là-dessus, quand tu fais quelques trucs, et puis tu vois le cheval qui fait un peu, enfin, quoi. Et c'est... Moi, ça m'éclate 1000 fois plus que de devoir forcer des épaules en dedans devant des brouettes, quoi. Bah puis tu parlais du côté frustrant, Lucie, mais ça, je trouve que pour le coup, t'as un vrai phénomène de... Enfin, t'as une vraie satisfaction personnelle, quoi, quand tu vois ton cheval qui se sert de ce que tu viens de lui offrir et qui a l'air d'y trouver un vrai confort, t'es là, waouh! Echo, toujours pour rester dans cet exemple-là, Echo, quand il fixait sur les voisins, du coup, il était à la clôture. Et en fait, moi, je l'ai mis dans ce pré parce que son râtelier à lui est pas loin et je me disais, il va quand même réussir à un moment à faire demi-tour et aller manger son râtelier, c'est à 2 mètres. Mais en fait, au début, c'était trop compliqué pour lui. Et du coup, on lui a mis un râtelier devant la clôture de façon à ce qu'à l'endroit où il bloque, en fait, il ait plus qu'à baisser la tête et il y avait du foin, quoi. Et du coup, c'était trop chou parce qu'il est venu bloquer à cet endroit-là. Et au début, il était tellement focus qu'il a même pas vu qu'il y avait un râtelier, je crois. Puis en fait, une fois qu'il a capté que les autres, ils étaient posés là à manger du foin, ils allaient pas bouger pendant une petite heure, il a commencé à souffler un coup et là, il a vu du foin dessous lui. Il était là, mais génial! Et il s'est mis à manger et c'était trop cool. Et tu sentais que ça lui a fait un bien fou. Et du coup, derrière, il s'en servait vachement, en fait. Il venait bloquer là, puis finalement, il s'est mis à manger là. Et en fait, une fois qu'il a commencé à manger, c'était beaucoup plus facile de se détourner sur son râtelier. Et donc là, maintenant, ça fait 2 mois, il n'y a plus de foin dans le râtelier qui est devant, ou très très peu, mais il est quand même capable de se détourner et d'aller sur son autre râtelier. Enfin, juste pour réinsister sur le fait que c'est pas forcément des méthodes qui vont être permanentes et dont on va avoir besoin tout le temps. Mais maintenant, il a réussi à apprendre. Il n'a plus forcément besoin de ce premier râtelier, il se contente du deuxième, parce qu'il y a eu le premier à un moment qui l'a aidé quand il était en difficulté. Après, d'autres exemples qu'on utilise souvent, il y a vraiment cette idée dans l'anxiété de séparation, de sécuriser le lien d'attachement et d'amener un pote, quoi. Ou d'arrêter de séparer le temps de travailler l'anxiété de séparation. Ça, c'est vraiment un truc... moi, je l'utilise assez souvent, j'imagine que vous aussi. Parfois, je trouve ça dépend du propriétaire, ça dépend de la pension, ça dépend des chevaux qui sont impliqués. Parfois, je trouve que les circonstances peuvent être vachement limitantes là-dessus, et c'est ça que je trouve difficile. Mais bon, c'est un autre problème. Le fait de donner du foin quand il y a un soin qui dure, c'est le genre de choses aussi qu'on peut faire assez facilement sur des chevaux qui s'impatientent, qui commencent à bouger sur la durée, etc. Une occupation, c'est une forme... J'ai envie de dire moi-même à la tâche. En fait, je vois pas de raison de ne pas filer du foin à un cheval qu'on met à la tâche. Sauf s'il y a une raison pour laquelle il faudrait pas qu'il mange. Mais sinon, en fait, c'est chiant de rester à la tâche face à un mur pendant qu'il se passe des trucs qui sont pas forcément intéressants. Donc moi, maintenant, j'ai juste pris le pli si j'ai le choix et qu'il n'y a rien qui m'impose de faire le contraire, je donne à manger. Surtout qu'un cheval passe quand même sa journée à manger, donc en soi...
Bah, c'est ça. Puis je me dis, même si tu prends une bonne demi-heure pour le brosser et le préparer, etc., bah, c'est toujours une demi-heure en plus où il a mangé du foin et du coup, bah, son estomac il est bien protégé contre les giclées d'acide et compagnie. Enfin, c'est tout bénef après. Bon, je parle pas de gaver le cheval non plus forcément d'aller travailler, mais s'il est tranquille à grignoter son foin, bah, qu'on le brosse et qu'on le selle, bah, tant mieux. Ouais, c'est dur ça encore pour certaines personnes. Moi, un autre arrangement d'antécédents que j'utilise beaucoup, c'est le contact protégé. Que ce soit dans mon rapport au cheval ou que ce soit dans l'aider à contextualiser différentes situations. Je repense à ton exemple de la brouette, Lucie. Il y a vraiment cette idée, enfin moi mes chevaux c'est des frotteurs professionnels. Au départ, pour leur apprendre à pas m'emmerder à chaque fois que j'entre dans leur champ, il y a vraiment cette idée que si je viens pour eux, il y a un contexte particulier, et si je viens pas pour eux, je les ferme dans une autre partie du champ et je fais ce que j'ai à faire. Le temps qu'ils apprennent à différencier justement les différents contextes et à se dire ok, là elle a du temps pour nous, ça vaut le coup qu'on aille la voir. Là elle vient juste nous remettre du foin, c'est pas la peine de se déplacer quoi. Et ça c'est pareil, ça demande un peu de rigueur au début et c'est pas pratique, des fois c'est chiant, ça implique d'aller fermer une clôture, de bouger les chevaux, tout ça, mais par contre, moi je suis trop contente de l'avoir fait au début parce que maintenant je suis tranquille quoi. Et surtout je m'engueule plus avec mes chevaux à chaque fois que je vais les voir. Un truc tout bête dont je parle souvent avec mes élèves où on parle de la prise des pieds, c'est déplacer le cheval avant de prendre les pieds. Je sais pas, le nombre de fois où on voit quelqu'un, oui mais il donne pas le pied, oui mais il a déjà 80% de son poids sur ce pied-là, sans même forcément d'avoir un cheval qui se met en défense, mais peut-être un cheval qui est un peu asymétrique, qui se tient de façon un peu croche, et juste lui demander de faire un pas pour changer son équilibre et être un endroit qui va être plus propice pour le lever en pied, ça va déjà vachement faciliter la demande, que ce soit pour l'entraîner en renforcement positif ou en renforcement négatif. Mais du coup, ça demande aussi un peu d'observation et d'avoir conscience mon cheval, c'est quoi ses asymétries, c'est quoi quel pied il préfère, est-ce qu'il est plus à l'aise sur un sol plat, sur un sol un peu élevé, est-ce que le mettre sur un tapis de yoga qui rend le sol un peu plus agréable si c'est un cheval qui est un peu délicat pour les pieds, est-ce que ça lui facilite les choses, mettre de la nourriture plus haute, plus bas en fonction de si on demande les antérieurs ou les postérieurs. Je trouve que c'est des bêtes trucs aussi qui permettent au cheval de gérer un peu son équilibre différemment et du coup de mieux participer à donner les pieds, alors que c'est aussi quelque chose dont on parle jamais. Juste que tu lui as demandé ce pied-là, il faut qu'il le donne. Ouais, mais il n'est pas capable maintenant. Oui, alors que tu peux aller en chercher un autre et ce sera très bien. Ouais, c'est ça. Ou le bouger et d'ailleurs, prendre le pied que tu voulais quoi. J'ai arrêté de demander les antérieurs en premier. Je me suis rendu compte que quand j'étais gamine et jusqu'à longtemps, en fait, j'ai toujours commencé par les antérieurs. Et je trouve qu'il y a plein de chevaux, ils trouvent ça vachement plus facile de donner les postérieurs en premier. Pour autant qu'ils n'aient pas de problème avec les postérieurs, mais une fois que c'est géré, en fait, je commence maintenant presque toujours par les postérieurs. Et quand j'ai des parents qui viennent, je leur dis toujours aussi, vous pouvez commencer par l'arrière, en fait, c'est plus facile pour lui. Ouais, c'est vrai. Moi, un truc que je fais souvent en séance, c'est d'empêcher les gens de faire des trucs. Et je m'en rends compte maintenant. Ouais, aussi. Je leur casse leur délire. Mais il y a vraiment cette idée, j'y pense, mais les gens qui vont en extérieur, en fait, ils vont trop loin, par exemple. Ou là, j'y pense sur un accompagnement. L'idée, c'était juste de sécuriser une zone du pré parce que la jument elle était en hypervigilance dans son pré et pendant un mois, on n'est pas allé jusqu'au fond du pré. Après, si elle voulait y aller toute seule, à d'autres moments, elle pouvait, mais l'idée, c'était déjà d'apprendre à marcher ensemble dans la partie de l'avant du pré. Et le simple fait de ne pas l'emmener vers le fond du pré, qui était un déclencheur pour elle, c'est un arrangement des antécédents qui nous permet de ramener un peu d'apaisement, faire baisser le niveau de stress et sécuriser un peu des apprentissages, quoi. Ça me fait penser dans la même veine au fait de ne pas demander au cheval un truc quand il est déjà en hypervigilance sur quelque chose. Tu vois, t'es en train de longer ton cheval, il s'arrête pour regarder un truc. Laisse-le regarder son truc, et quand il est redescendu, qu'il fait de nouveau attention, à ce moment-là, demande-lui un truc. Sinon, tu complexifies la demande pour rien, et du coup, tu te mets déjà dans ce cercle d'échecs où le cheval te montre qu'il n'est pas capable. Alors, du coup, ne lui demande pas. Comme ça, il va pas ne pas faire le truc que tu lui as demandé. Ouais, non, et puis je rebondissais, Clio, sur ce que tu disais, d'éviter par exemple d'aller dans la zone inconfortable du pré. Il y a aussi ce côté où tu évites d'être l'individu qui vient pour lui demander un truc compliqué.
Comme tu disais, il y a ce côté de sécuriser. Enfin, l'humain devient plus sécurisant parce que tu vas lui demander des trucs, mais ah ben ok, globalement, il me demande des trucs, mais il me demande des trucs que je peux faire. Et comme vous disiez toutes les deux, le jour où on le dépasse parce que ce jour-là, on a planté notre plan d'entraînement, ou parce que ce jour-là, pas de chance, on a avancé dans le champ et paf, il y a un oiseau qui décolle au pied de notre poney, ou un truc trop, et ben il le gère déjà vachement mieux que... Moi, je sais que l'autre jour, comme ça, je me suis fait avoir. Je sors au moment où on passe devant un truc qui n'est pas là d'habitude. Donc déjà, ma jument qui regardait ça un peu genre wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ça bougeait pas, hein, c'était un tréteau avec une selle. Mais elle se disait oh là là, c'est très bizarre. Et là, paf, à ce moment-là, un bruit de scie circulaire sur du métal. Forcément, le timing excellent. Ouais. Bon, c'est quand même pas habituel, c'est rare qu'on ait des trucs qui nous mangent ici. Ok, on va aller prendre le temps d'étudier, etc. Alors que si c'est toujours trop dur, je pense que c'est là où effectivement on arrive aux chevaux qui partent, ils arrachent tout, ils s'en vont, et tu vas pas me sécuriser forcément, donc écoute, moi je me rentre, et puis... Ouais, moi je dis souvent aux gens, en fait, plus vous allez être des sources de solutions pour vos chevaux, et plus le jour où il y a un problème, ils seront contents de se fier à vous. Plus vous êtes un problème supplémentaire, plus le jour où il y a un problème, ils vont partir sans vous, quoi. Et je trouve qu'il y a une certaine logique à ça, en fait. On s'entoure pas de gens qui nous mettent toujours dans des situations compliquées, quoi. Ou qui viennent compliquer la situation. Comme tu disais, le cheval, il est en hyper-vigilance sur quelque chose. Et la personne vient lui mettre un gros coup de longe pour ramener la tête du bon côté et lui demander un départ au trot. Enfin, relou, quoi. T'as envie de regarder 2 secondes ton truc, après tu passes à autre chose, et là, t'es dispo pour aller trotter, mais... Ça va me faire penser à un autre exemple qui n'a rien à voir, mais j'étais dans une pension pendant un moment où à la sortie du pré, tu avais des chemins qui étaient fort caillouteux, et la plupart des chevaux qui étaient pieds nus, ils n'étaient pas hyper à l'aise. Il y a des endroits où ils pouvaient aller marcher dans l'herbe, mais il y a des endroits où c'est juste un peu compliqué. Et quand j'ai percuté que c'était un problème pour Passard, j'ai juste commencé à lui mettre les chaussures que je mettais pour aller en balade, même pour le remonter du pré. Même si j'allais pas en balade, j'arrivais au pré avec les chaussures, et puis on faisait le chemin comme ça, et puis je les retirais pour aller travailler en carrière ou peu importe, là où il était à l'aise. Et il y a un jour une propriétaire qui me voit faire ça, et il me fait mais pourquoi? Et je lui dis toi c'est pareil, ta jument tu dois lui mettre un coup de stick tous les 5 mètres pour la remonter du pré, faut pas essayer de lui mettre des chaussures, peut-être qu'en fait c'est juste ça. Et ah non, hein, elle doit quand même apprendre à nous suivre pour rentrer du pré. Et je me suis dit mais c'est juste tellement facile de juste prendre tes chaussures avec toi, enfin ses chaussures, pour aller jusqu'au pré et juste avoir un chemin qui est là, ah bah oui cool, en fait j'ai avec toi parce que j'ai pas mal aux pieds, ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça n'a rien à voir avec l'humain, c'est juste que s'il a mal aux pieds, ne le force pas à marcher là où ça fait mal aux pieds, forcément il va pas avoir envie de sortir du pré, en plus ça va t'amener rien du tout. Ouais, c'est marrant ce rapport qu'on a, où on doit passer au-dessus de tout, quoi. Alors que, ça doit être difficile. Ouais, et puis nous, on doit être la priorité. En fait, ton cheval, il doit avoir tellement envie de venir en carrière avec toi que tant pis, il marche sur des braises, quoi. Ouais. T'es là, mais gars, t'es là 1 heure par jour, t'es. Enfin, ton cheval, il vit sa vie sans toi, en fait. Hein. 4 fois par semaine. Ouais, c'est ça, enfin... Pichou, heureusement que... Ouais. On est un peu dur avec eux quand même, je trouve, des fois. On en revient au côté où parfois on est un peu dur avec nous-mêmes, et du coup, il y a ce côté où... Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un des trucs d'intéressant de l'équitation. C'est vrai que moi, il y a plein de trucs, je réfléchis pour mes chevaux, et après, je me dis, putain, je pourrais être un peu plus sympa avec mon mec, des fois. ça... Bref, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il écoute le podcast? Parce que ça va peut-être ressortir sinon. Il écoute pas le podcast, non. C'est trop niche pour lui, il m'a dit. On entend déjà parler toute la journée. Ça vous va si on conclut là-dessus? Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Merci beaucoup de tout avoir écouté jusqu'ici, si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et merci les filles d'avoir échangé avec moi sur le sujet. Merci à toi de nous avoir guidés sur ce podcast. Et puis voilà, peut-être au mois prochain pour un nouveau sujet. Enfin, sûrement en fait. Oui, je pense qu'on l'a même déjà choisi en plus.
Oui, d'ailleurs, en fait, au mois prochain pour un nouveau sujet du coup.